Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui aborde aujourd'hui la question de l'emploi et de la lutte contre le chômage. La configuration de notre plateau n'a pas changé. Monsieur Bandakani représente toujours le candidat Paul Biya. Monsieur Emile Benzi représente le candidat Kaba Libi. Monsieur Lucien Mbi représente le candidat Joshua aussi. Et monsieur Dieudonné Essomba, économiste, et éclaire la lanterne de nos téléspectateurs sur des faits précis. Avant que nous marquions la pause, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. Parce que beaucoup pensent que l'inadéquation, c'est entre la formation et l'emploi. Mais vous disiez tout à l'heure que c'est entre la formation et la demande, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Donc, c'est M. Kani qui va pouvoir dire... Je voudrais dire une chose. Oui. Quand on parle de bilan d'un gouvernement, on ne compare pas le bilan du gouvernement avec des promesses de candidats à l'élection présidentielle. Ils ne sont pas aux responsabilités. On n'est pas encore en termes ils ont dit ceci. Ils l'ont dit. Le candidat, le président a parlé d'échec. C'est l'échec par rapport à quoi? À leurs promesses. Quand on analyse l'économie de l'Afrique, l'expert tout à l'heure l'a rappelé, il faut partir de ces fondamentaux. Et il a dit, l'économie néocoloniale, sauf qu'il ne tire pas les conséquences. Quand on regarde les fondamentaux de l'économie camerounaise, comment l'économie camerounaise était structurée, avant la crise, c'est l'État-providence qui régnait. Il était le principal pourvoyeur de l'emploi, au-delà dans l'économie, au-delà des activités de rente qui étaient entre les mains de ceux qu'on connaît. Mais ce n'est pas l'État du Cameroun qui est responsable de cette situation. Le contexte mondial a changé, l'État joue le rôle de l'État-providence s'est achevé. C'est fini. Aujourd'hui, l'État, c'est un État qui fonctionne dans le cadre d'une économie néolibérale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle sont tous des néolibéraux. Monsieur Ozzy Ochoa, c'est un néolibéral. Cabral Libi est néolibéral. Kamto est néolibéral. Tous, ils ne peuvent donc pas venir critiquer celui qui réussit le mieux dans l'économie néolibérale, si on se tient au propos de la directive du FMI en 2016. Oui, c'est un argument logique que je donne. Oui, bien entendu. Voilà, il faudrait qu'on jette un regard quand même sur les différentes politiques que vous avez appliquées. Non, je les réponds. Quels ont été les résultats? Je les réponds. Pour apprécier l'économie africaine, surtout l'économie d'Afrique subsaharienne, c'est le rapport au FMI et à la Banque mondiale. Si on nie ça, on est un vendeur d'illusions. C'est le rapport au FMI et à la Banque mondiale. De manière fondamentale. Ce rapport-là, pour le cas du Cameroun, est clair. Dès 2006, 2007 en passant, on renoue avec une croissance positive. C'est clair. On est aujourd'hui à 4%. L'État paye régulièrement ses fonctionnaires. Et je voudrais rappeler ici à M. Bizi, son candidat est fonctionnaire, son épouse est fonctionnaire. Ils n'ont pas d'arriéré de salaire. Oui, mais M. Kani, non, revenons sur l'aspect beaucoup plus concret. Parce que c'est concret. M. Somba a évoqué un certain nombre de choses. Il a dit, d'un côté, par exemple, on forme des infirmiers. De l'autre côté, on a besoin d'infirmiers qu'on n'a pas recrutés. Est-ce qu'il y a équilibre? Lancé des recrutements. Il y a des offres, les recrutements publics ont été faits. 25 000 fonctionnaires ont été recrutés, il le sait. Fonctionnaires. On recrute au niveau de la santé. Il y a près de 3 000 infirmières qui sont en voie d'intégration. Même au niveau de est-ce qu'on a équilibré? Est-ce qu'on a équilibré? Vous me posez une question, je vous réponds. Oui, mais vous les réponses de l'État par rapport. Dans la réponse aussi. Je vous réponds, la réponse de l'État par rapport à un problème structurel, dont la réponse va au-delà même des capacités de l'État. C'est un problème international. L'État n'a pas de réponse claire. L'État a commencé à recruter. 25 000 emplois. Les professeurs sont recrutés. Les enseignants sont recrutés. Je vous l'ai dit. Tout à l'heure, on parlera des perspectives. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle des grandes opportunités, l'État est reparti en créant des conditions d'une prospérité au Cameroun. Tout à l'heure, on le démontrera chiffre à la pluie avec des éléments clairs et nets. Donc, pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on vient dire sur un plateau, on dit qu'il y a échec. Mais on parle de quel échec par rapport à quoi? C'est qui vous dérange? Oui, il faut qu'ils disent ça parce que, à tout point de vue, ils n'ont pas d'argument pour le dire. Puisqu'ils sont tous des néolibéraux. Et aujourd'hui, le président de la République du Cameroun est celui qui a rétabli la crédibilité du Cameroun sur le plan international. Le rechèvement de la dette, les remises de dette que nous avons eues, l'expert le sait, en 2006, à près de 3 000 milliards de remises, la normalisation de nos relations avec le Club de Paris, le Club de Londres, sur le plan international, ils sont néolibéraux. Vous n'avez pas ça, vous n'existez pas, ils le savent. Ils sont tous des néolibéraux, leurs candidats. En plus de ça, le candidat Paul Biya a diversifié le partenariat. On a aujourd'hui seulement avec la Chine à près de 3 000 milliards d'investissements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des télécommunications.
près de 3 000 milliards. Alors nous parlons, ça ouvre des opportunités extraordinaires en matière numérique. Le gouvernement camerounais a un programme jusqu'en 2020 de 20 000, je disais, de 20 000 emplois à proposer aux jeunes. Dans l'agriculture, des millions d'emplois, avec des millions de terres libérées, mises à disposition des jeunes. Je reviendrai au niveau de l'innovation, avec les crédits d'impôt 15%, des lois extrêmement incitatives au niveau de l'investissement qui crée des conditions de la prospérité. Merci, M. On reviendra dans les mécanismes concrets pour y arriver. Je vais demander à M. Bindzi. Il faut qu'on soit sérieux. Qui n'ont rien à dire, ils peuvent se taire tout simplement. En tout cas, si vous parlez comme ça, ils vont enfoncer le clou tout à l'heure. Je vais le répondre. Non, je vais le répondre. Monsieur Bindzi, il y a eu quand même des politiques pour l'emploi qui ont été mises en œuvre dans ce pays. Quel regard portez-vous sur les différentes politiques qui se sont succédées? En réalité, ces politiques de l'emploi relèvent davantage de la cosmétique institutionnelle et sont en fait, comment je peux dire ça, des simulacres de politiques d'emploi qui ne mènent systématiquement à rien. Vous devez vous rendre compte que lorsqu'on évoque certains arguments, lorsqu'on évoque certains éléments, lorsqu'on convoque certains éléments ici pour parler de ces politiques de l'emploi, elles sont menées à quoi? Est-ce qu'on développe un pays avec la fonction publique, puisqu'il s'agit davantage de questions en rapport avec le recrutement de la fonction publique? Où sont les politiques qui conduisent à l'incitation de la recherche scientifique et technique en vue de la création des richesses dans le domaine privé? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Au-delà de cela, ces politiques de l'emploi devraient reposer sur un certain nombre d'institutions qui ont un rapport avec le domaine économique, et ces institutions doivent servir de passerelle entre, d'un côté, le domaine éducatif et de l'autre côté, le domaine économique, et enfin, les instances étatiques. Et vous avez donc un certain nombre d'institutions telles que la banque d'aide, telles que le ministère des PME, le ministère de la Jeunesse, l'agence de promotion des PME, l'agence même de promotion des investissements qui ne servent systématiquement à rien. Et au-delà... Là-dessus, rapidement, on va demander la réaction de M. Kane. Bon, répondez exactement sur ce point précis. Attendez même que je termine. Pour terminer, attendez que je termine en disant que vous avez toute une multitude de programmes qui ont été mis en place. Vous avez le PAGER, vous avez le PICMAS, vous avez plein de choses. Ces programmes, en réalité, ne sont que des prétextes pour le détournement des fonds publics, parce qu'en fait, on rentre donc dans une logique de malgouvernance systématisée qui plombe systématiquement toutes les politiques de l'emploi. Rapidement là-dessus. Rapidement, je rappelle encore que son candidat est fonctionnaire. Il n'a pas d'arrière de salaire. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est important Il de pose rappeler. un problème précis. Différents programmes, projets, ça servit à quoi? Premièrement, il n'y a pas d'arrière de salaire au Cameroun. C'est une performance du chef de l'État. Et c'est pour ça que son candidat est en bonne santé, lui et son épouse, pour faire campagne. Monsieur Kane, maintenant, je réponds à sa question. Alors, il a soulevé une question. Alors, je reviendrai ici. C'est parce que vous avez laissé dérouler ça ici. J'ai ça ici, les mesures qui sont prises par l'État du Cameroun, en termes d'emploi numérique, en termes d'innovation, en termes d'agriculture. Tout à l'heure, je l'ai dit, on est pratiquement à près de 20 millions d'hectares libérés pour l'agriculture. Libérés. Donc, vous voulez dire que c'est sûr à quoi ça a servi les projets? Non, j'arrive. Je dis l'offre d'opportunités. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, le secteur porteur, on le connaît. Sauf si on vend du vent aux gens comme ils font. C'est l'agriculture, c'est l'innovation et c'est le numérique. Ça, c'est le secteur le plus porteur. C'est-à-dire que vous y engagez. Non, je veux dire que vous vous y engagez. Le cadre incitatif est prêt et vous avez le moyen de lancer une affaire et ça marche. Est-ce que je suis en train de dire, on parle ici devant l'agriculteur qui est là. Il peut témoigner ce que je suis en train de dire. Donc, par rapport à ça, vous avez des millions de terres sont libérées. Deuxièmement, des structures sont multipliées pour les encadrer. Il dit qu'on ne fait rien en termes d'encadrement. Est-ce qu'on est l'agence, l'APME, c'est à quoi au Cameroun? C'est une agence qui encadre les petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 entreprises, des petites entreprises créées, avec un potentiel d'emploi de près de 50 000 emplois. J'ai le document ici, j'ai les chiffres. Je vous réponds complètement. Oui. Non, je suis en train de lui répondre. Sur le terrain. Ne parlez pas d'impact. Je dis ce qui est en train d'être fait. Si vous parlez d'impact, on regarde tout le cadre macroéconomique en rapport avec le contexte global. C'est par rapport à ça qu'on analyse l'économie. Ce n'est pas des illusions et du bavardage. Ils ont des promesses, ils bavardent. Nous sommes en responsabilité. Alors, les jeunes, écoutez bien. Alors, en matière d'innovation, permettez-moi de trouver... Le temps que vous retrouvez dans vos notes, je vais donner la parole à M. Mbi d'abord. S'il vous plaît, M. Kane. J'ai retrouvé rapidement. Les articles 105 et 106 du Code général des impôts créent
un cadre incitatif de remise d'impôts à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le secteur numérique. Vous ne payez pas les impôts. Je donne les articles 105 et 106 du Code général de l'impôt. C'est au niveau de l'innovation. Tout à l'heure, je reviendrai. Vous avez donné des précisions. Je reviendrai sur tout ce qui est multiplié. Tout à fait. En termes de soutien. Aucun souci par rapport à cela. En termes de soutien à la Conseil économique au Cameroun, je reviendrai avec les éléments précis. Tout à fait. En termes mais gardez les éléments précis. qui soient vraiment précis. Dès que je vais vous donner la parole, que vous ayez là-dessus automatiquement. Monsieur Mbi, par rapport à tout ce qui a été fait en termes de projets lancés pour pouvoir doper quand même l'employabilité, qu'est-ce que vous constatez? Parce que M. Benzi disait tout à l'heure qu'on a laissé pas mal de projets, mais qui n'ont pas servi à grand-chose. Tout d'abord, je suis content ou même sidéré d'apprendre que M. Bandakani est comptable du bilan qu'il est en train d'énumérer. Et j'apprends également de lui que le candidat représenté par M. Binzi est fonctionnaire. Ça, je ne le savais pas. Maintenant, pour rebondir sur tout ce qu'on a dit, j'aimerais revenir tout d'abord sur l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il est clair qu'il y a un problème d'adéquation aujourd'hui entre la formation et l'emploi dans ce pays-ci. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons vu. On a été même au-delà de ça. Oui. Mais je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mercantilisme a été favorisé dans ce domaine-là. Il y a une prolifération d'instituts d'enseignement supérieur où on promet tout et rien du tout. On met formation Cambridge, formation Oxford, double diplomation, ainsi de suite, ce qui pour nous ne veut rien dire. Au sortir, moi je suis un dirigeant d'entreprise. Je vois ce que valent les gens qui sortent de ces écoles-là. Il y a déjà un problème là-dedans. Est-ce qu'il y a un encadrement? Est-ce qu'il y a un suivi de tous ces instituts d'enseignement supérieur? C'est l'État qui doit faire le suivi, c'est ça? C'est l'État qui doit faire ce suivi-là. On ne donne pas, pour obtenir une licence d'ouverture d'une école, on passe quand même par le ministère de l'Éducation, on passe par l'État. Mais aujourd'hui, c'est devenu du mercantilisme, comme je le dis. Et on l'a d'ailleurs vu avec cette rentrée scolaire, avec le problème du livre également, qui a été mercantilisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout ce qui a été cité là, et je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de programmes ont été établis. Et M. Binzi l'a dit. Ces programmes, très souvent, sont établis pour, pour faire du cosmétique et pour détourner de l'argent. Parce que si on avait mis en place ne serait-ce que 5% en application de ces programmes-là, parce que c'est très souvent des programmes qui sont également estampillés par des organismes internationaux. Donc, certains programmes sont sérieux, le PANEJ par exemple. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est des programmes qui sont établis, après qui sont oubliés. Tout simplement parce que, une fois qu'ils sont faits, ils sont mis aux oubliettes, il n'y a aucune sensibilisation, et ça, c'est une maladie de ce pays-ci. L'élément que vous avez passé tout à l'heure, en début d'émission, le dit clairement. C'est-à-dire que toute cette multitude de programmes-là, les concernés ne sont même pas au courant. Donc il y a un problème de sensibilisation. Et je vais plus loin. Quel est ce pays où il n'y a pas véritablement un forum ou alors un lien entre les gouvernants et le monde économique? Mais de toute façon, vous voyez, je vous en prie. Quand on parle de choses sérieuses, vous n'avez pas la parole, ça veut dire qu'il manque de la moindre information. Il ne sait pas au Cameroun qu'il y a des rencontres entre le secteur privé. Non, il ne sait pas qu'il y a un forum. Dernièrement. Il ne sait pas que depuis bientôt 10 ans. Monsieur Kani, il y a le business. Ouais, laissez-moi le dire. Il faut le dire. Vous aurez le temps de le dire. Je vais demander à M. Somba. On m'a empêché de lui dire des choses. Même quand je vous donne la parole. Vous le présentez un candidat. Vous ne connaissez pas qu'il y a un business forum au Cameroun depuis plus de 10 ans entre l'État. Ce business forum est dans l'incantation. On a vu ce que ça produit la dernière fois. Le dernier business forum, quels ont été les résultats? Vous savez qu'aujourd'hui, le
premier réformateur en Afrique centrale, avec près de 104 réformes mises en place, et qui ont permis au pays de faire... Non, il faut le rappeler, c'est quand même terrible. C'est ce que vous faites déjà. Ce sont les organismes internationaux qui classent le Cameroun en Afrique centrale de meilleurs pays réformateurs. À cause de quoi? À cause de quoi? Du dialogue public-privé. Moi, je vais vous répondre. Mis en place depuis plus de 10 ans. Monsieur Kani, très bien, la précision elle est faite. Monsieur Benzi. Je vais vous répondre sur les différents éléments. Je vais vous répondre sur les différents éléments que vous avez évoqués. Vous avez parlé de l'agriculture. L'agriculture, combien de millions de terres arabes? 17 millions de terres arabes. Sur les 17 millions de terres arabes, d'après votre gouvernement, c'est 3% qui sont exploités. La Malaisie, c'est 46%. L'Allemagne, c'est 56%. Les États-Unis, nous sommes pratiquement entre 56 et 60%. Le Cameroun, nous sommes à combien? Première des choses. Deuxièmement, s'agissant toujours de cette agriculture, une agriculture dont les semences ne sont même pas produites au niveau du Cameroun. Et l'activité semencière pratiquement n'arrive même... Enfin, le fonds semencier qui reçoit 1 milliard de francs pour les semences ne fout pratiquement rien. Une agriculture où la recherche en matière d'obtention végétale ne produit rien du tout. Lorsque vous allez à l'OAPI pour rechercher les obtentions végétales, qui sont des plantes nouvelles qui peuvent permettre d'améliorer l'agriculture camerounaise, vous n'en trouvez que quelques-unes. Le manioc ne vous appartient plus. Le macabo ne vous appartient plus. Le plantain ne vous appartient plus. Et lorsqu'on est allé à l'étranger pour protéger le poivre de Penja, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que le poivre de Penja avait déjà été protégé par un Français. Il a fallu une grosse bataille entre l'OAPI et ce ressortissant français pour récupérer le poivre de Penja. Prenons l'innovation. On parle d'innovation. Le ministère de la Recherche scientifique a une dotation de combien en termes de budget? 3 milliards. Pour combien de brevets d'invention par an? Pour combien de modèles d'utilité? Pour combien de schémas de topographie, de schémas de circuits intégrés? Vous vous rendez donc compte que tout ce qui est... Il n'y a pratiquement pas d'innovation. Et lorsque vous allez, vous trouver des machines à décortiquer le pistage pendant que d'autres font dans le nucléaire. Prenons le cas du numérique. Alors, lorsqu'on aborde justement en ce qui concerne le numérique, vous avez déjà premièrement un cadre normatif qui ne reconnaît même pas les créations numériques. La loi sur le droit d'auteur est obsolète. Vous avez le commerce électronique qui n'est pas véritablement maîtrisé. On se contente de faire la promotion de quelques personnes qui font dans la paracommercialité en vendant des chaussures clandestinement sur Internet. Est-ce qu'il y a une véritable économie numérique qui est mise en place? Pas du tout. Les questions d'interbancarité et d'interopérabilité qui sont nécessaires pour qu'on ait au moins une banque numérique n'existent pas. La question maintenant de la santé numérique est inexistante. Et on nous parle aujourd'hui de cette évolution. Le ministre des Postes et Télécommunications qui parle des start-up ne sait même pas de quoi elle parle lorsqu'on évoque la question des start-up. L'incubateur qui est censé accompagner les jeunes chercheurs au niveau de Polytechnique, c'est un incubateur où les jeunes cotisent pour avoir la connexion Internet. Vous comprenez donc que c'est un échec patent de ce gouvernement qui mérite d'être sanctionné. Et voilà pourquoi le candidat Cabral Libye a un projet innovant s'agissant de ça. Monsieur Somba, par rapport à tout cela, je vous avais certainement dit, oui, je vous allez répondre tout à l'heure, mais d'abord, monsieur Somba, je vous devais donner un cas précis. Le plan d'action national pour l'emploi des jeunes. Par exemple, ça c'est du concret, c'est un projet qui court de 2016 à 2020, qui est censé apporter une certaine création d'emplois de 380 000 emplois, a-t-on dit. Ça c'est du concret. Et mes amis, M. Benzi et autres ne vont pas démentir. Est-ce que quand vous voyez des projets comme ça, est-ce qu'à l'arrivée, on peut quantifier et évaluer qu'effectivement on a créé ces emplois-là? Et cette manière de faire, est-ce que ça permet vraiment de régler le problème de chômage? Non, je crois que dans ma première intervention, je vous ai dit que, au-delà des problèmes d'ordre sectoriel qu'adresse le gouvernement et que propose d'adresser aussi ses opposants, il y a des problèmes macroéconomiques qui malheureusement sont négligés. Vous ne pouvez par exemple pas développer ce que les gens disent là quand vous accumulez un déficit commercial, un déficit courant aussi important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment notre système productif est structuré. On veut développer l'économie numérique. Nous ne produisons pas la technologie numérique. Nous sommes donc obligés d'importer. Or, le commerce international est une sorte de troc. Ça veut dire que nous devons tout faire pour exporter l'équivalent. À partir du moment où nous ne sommes pas capables d'exporter l'équivalent, le système s'étrangle. Et dans ces conditions, vous ne pouvez plus développer l'emploi. Autrement dit, les verrous d'ordre macroéconomique plombe tout le dispositif. Donc, ce n'est pas que ces projets sont mal conçus, ils sont même bien conçus. Que ce soit ce que fait le RDPC... Je vous dis qu'il y a des blocages en gros. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle. Bon, vous pouvez enlever, qu'il y a plusieurs portes.
La première porte, vous la cassez. La deuxième porte, vous la cassez. Mais il y a une porte que vous ne pouvez pas casser. Vous ne pouvez pas sortir. C'est pour ça que... Qu'est-ce que représente ce pont-là qu'on ne peut pas casser? C'est très compliqué parce que ça aurait voulu qu'on ait une émission assez spécialisée. Parce que malheureusement, dans la logique de tout le monde, une bonne gouvernance suffirait à résoudre les problèmes. Mais non. C'est-à-dire, il faut comprendre la gouvernance comme le pilotage d'un avion. Mais l'avion lui-même doit être bien structuré, bien constitué. Quand l'avion est défectueux, ça ne peut pas. Quelle que soit votre capacité de pilotage, vous ne pouvez pas. Or, le problème, c'est que nos économies, de par leur naissance, de par leur mauvaise articulation, sont défectueuses. C'est donc dire que tout ce qu'on peut faire, tant qu'on ne résout pas ces problèmes d'ordre macroéconomique, dont notamment le déséquilibre extérieur, on ne s'en sortira pas. C'est pour ça donc que toutes ces politiques, pourquoi elles échouent? Elles n'échouent pas parce qu'elles sont mal conçues. Elles échouent parce qu'elles ont un impact macroéconomique. Lorsque vous augmentez le revenu au Cameroun, vous augmentez par la même occasion les achats massifs à l'extérieur. Puisque notre système productif n'arrive pas à retenir le pouvoir d'achat. Donc si vous recrutez beaucoup de jeunes, ou alors si les jeunes commencent à augmenter leurs revenus parce que vous leur avez donné les moyens de le faire, que vont-ils faire de l'argent qu'ils ont travaillé? Ils vont commencer à acheter les téléphones cellulaires et autres, alors que l'impact de leur activité n'a pas été de renforcer le système productif extérieur. Et c'est donc ce blocage-là qui plombe les efforts du gouvernement. Merci. Et les efforts, et qui va d'ailleurs plomber même les efforts des opposants si jamais ils le remplacent. Merci, M. Somba. M. Bizi disait tout à l'heure, M. Kani, qu'il y a eu plusieurs initiatives, mais qui ne portent pas de résultats. Et puis, ils estiment que c'est un moyen déguisé de sortir de l'argent qui, en fin de compte, va dans la poche des dirigeants. Puisqu'il veut descendre dans les caniveaux, on va descendre. Les illusions de son candidat, ses promesses à tout vent qu'il livre, ont un problème sérieux de crédibilité. Le SDF nous dit que, par exemple, ils vont relever le SMIC à 160 000 francs. Mais il faut 5 ans pour ça, pour mûrir ça, 5 ans. Mais quand on leur parle des problèmes structurels que le Cameroun a eus, et qu'il nécessite des temps de maturité, pour que des projets soient mis en œuvre, pour changer le cadre structurel de l'économie, c'est par leur niveau, ils ne comprennent pas ça. Ils disent que c'est le mensonge. Or, seulement pour augmenter, c'est-à-dire le SMIC, qui est leur mesure phare, il faut 5 ans. 5 ans. Ils ne comprennent pas comment est-ce que pour changer une économie comme celle du Cameroun, qui dans des conditions internationales que tout le monde sait, qui a été frappée pendant 20 ans d'une crise économique la plus sévère, ils ne comprennent pas qu'il faut 10 ans. 20 ans pour que les réformes mûrissent et produisent des fruits. C'est quand même terrible. Il faut que les gens écoutent ça. Ils veulent diriger le Cameroun. Monsieur Binzi, l'oncle de son candidat demande à l'État du Cameroun d'ouvrir une enquête. Parce que son candidat est en train d'escroquer l'argent des gens. Il peut près de 400 millions de francs escroqués. Laissez-moi terminer. Non, grand frère. Vous avez dit que nous... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à rendre déjà compte de la transparence de l'argent que vous collectez depuis que l'élection a commencé. Restons dans le cadre du sujet que nous sommes en train de traiter. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parlez. Non. Vous êtes en train de dire des choses qui sont sans fondement. La vidéo de le long que votre candidat est sur Internet, tout le monde peut accéder à ça. Il pose ce problème de façon claire. Qui assume la responsabilité de ses propos. Il parle lui-même. Sur les questions d'emploi et de chômage. Il a posé des questions précises. Il serait très bien que vous répondez aux questions précises qu'il a posées. S'ils ne veulent pas qu'on soit dans le caniveau, toi aussi fasse pareil. Parce que quand ils disent que l'argent... Quand ils disent que tout ce qu'on fait comme projet au Cameroun, c'est pour détourner de l'argent, ça veut dire quoi? Les responsables de ces projets sont en prison. Vous savez les noms et vous les connaissez. Alors, dis donc que ceux qui volent sont en prison et que l'essentiel, ce qui est fait, a des fruits. Je vous donne des fruits. Alors, le plan stratégique... Vous me donnez 30 secondes. Vous l'avez donné plus de temps. Alors, le plan stratégique, par exemple, de ce secteur numérique, prévoit de passer d'un secteur numérique qui est aujourd'hui à 5% du produit intérieur brut, 1444 milliards de francs CFA, à 2020, en créant 20 000 emplois. Et voici les conditions mises en œuvre. On passe à un accès à Internet de plus de 20% au-dessus de la moyenne africaine. C'est la réalité du Cameroun. 20% d'accès à Internet. Ils disent que rien n'est fait. On a 20%. Des initiatives pertinentes reconnues au niveau international. Cardiopathe de Zanratu, Gifted Moum de Alain Tep, dédié au suivi des femmes enceintes. C'est le connu, il a dit qu'il n'y a aucun brevet au Cameroun. Je donne au moins 2. Il n'y a plus que ça.
Il n'y a plus que ça. Mais ça, c'est des réalités. Je donne au moins 2. Il n'y a plus que ça. Je donne au moins 2. On peut afficher quelques personnes comme ça, comme des bon, maintenant, quelques personnes. Vous avez dit qu'il n'y a rien. Je vous donne quelques noms. Il n'y a plus que ça. Je donne des noms emblématiques. Il y a le Camerounais qui vient de créer un réseau social, là. Je viens d'oublier son nom, là. J'oublie son nom. Alors, ils ont au moins 2. Vous avez 12 000 km de câbles de fibre optique posés à travers le pays. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est à peu de 80%. La fibre optique transatlantique de plus de 6 000 km reliant la côte est brésilienne attribuée au Cameroun pour un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, une réalité. De Cameroun à Fortaleza. L'interconnexion sous-régionale avec le Cameroun et la Guinée équatoriale est établie et réalisée. Alors, vous avez dit que rien n'est fait. Je vous donne des éléments clairs ou des perspectives claires en matière numérique. Oui, M. Kani, vous venez de donner des éléments. C'est-à-dire dans 2 ans. Oui, dans 2 ans, on passe à 20 000 offres d'emploi directes dans le secteur. Et il y a un cadre légal qui est mis en place pour ça, pour accompagner ça. C'est très facile. Je suis obligé de marquer une pause. M. Kani, non. C'est très facile. Non, M. Kani, quand on est pour la responsabilité, chers téléspectateurs, comme ça, alors qu'on est néolibéral. Monsieur Kani, merci. On est néolibéral, on veut tous aller au FMI. Merci. Vous osez parler comme ça. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons marquer une courte pause. On va revenir, on va même donner lecture du nombre de réactions des téléspectateurs qui interpellent même un certain nombre de pratiques dans ce pays. Marquons une pause, ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants.